Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons nous intéresser aux déterminants de la performance en trail running et principalement en ultra trail. Existe-t-il des éléments capables de prédire nos performances à l'avance? Quels sont-ils et comment peut-on les influencer? Bien que certains soient bien connus du grand public, d'autres en revanche, vous verrez, sont clairement sous-estimés et méritent une attention toute particulière. Imaginez un peu, nous sommes tous réunis sur la même ligne de départ. Est-ce qu'il existe un moyen fiable de prédire notre performance à venir? Eh bien oui et non. Nous allons voir que la performance, elle réside dans une adroite combinaison de critères objectifs, mais aussi des critères subjectifs. Et c'est ce qui rend sa prédiction vraiment très complexe. Je souligne à ce stade de la vidéo que lorsque je parle de performance, il n'y a aucun lien avec un certain niveau. Ici, performance ne concerne pas uniquement la tête de peloton, ne concerne pas uniquement les élites. Du premier au dernier coureur, nous réalisons tous une performance sportive à notre niveau. La performance de chacun réside dans la capacité à mobiliser toutes les ressources disponibles pour la bonne réalisation de l'épreuve. Je vais employer ce mot plusieurs fois dans la vidéo, donc il me paraissait indispensable que vous en saisissiez la nuance. Pour cette vidéo, je me suis beaucoup appuyé sur les travaux de Guillaume Millet que j'ai eu la chance de recevoir sur la chaîne il y a quelques mois. Je vous renvoie d'ailleurs à son très bel ouvrage intitulé Ultra Trail, plaisir, performance, santé, que je vous mets en description. Les 5 déterminants de la performance que je vais aborder aujourd'hui sont les suivants. Tout d'abord, nous parlerons du VO2 max. C'est un terme bien connu du jargon de la course à pied et nous verrons à quel point sa valeur est potentiellement prédictive de performance. Puis, nous parlerons du coût énergétique. Et oui, courir, ça consomme de l'énergie. Et courir longtemps, comme en ultra, ou courir de manière très intense, ça fait varier notre consommation. Cependant, nos réserves, elles, ne sont pas illimitées. Donc, comment optimiser son coût énergétique dans un but d'optimiser sa performance? Ensuite, nous reviendrons sur la notion d'endurance, et plus particulièrement la notion d'endurance spécifique. Et enfin, nous aborderons 2 autres déterminants qui sont la tactique de course avec la notion de pacing, mais aussi les facteurs psychologiques et motivationnels qui, même s'ils sont de plus en plus mis en avant, restent très largement sous-estimés dans notre préparation. Cette vidéo est relativement longue et peut s'écouter comme un podcast pour ceux qui le souhaitent. J'ai aussi chapitré, donc si vous voulez sélectionner une partie spécifiquement ou revenir sur un élément si vous visionnez plusieurs fois la vidéo, vous le pouvez. Commençons donc par parler de la VO2 max. VO2 max correspond à la quantité maximale d'oxygène que votre corps est capable d'utiliser lorsqu'il tourne à plein régime. Il est très souvent comparé à la cylindrée de votre moteur. Afin d'être plus précis et complet, il s'agit de votre capacité maximale à capter l'oxygène dans l'air ambiant, puis le transporter à vos muscles grâce au système cardiovasculaire. Et enfin, il s'agit aussi de la capacité de vos muscles à utiliser efficacement cet oxygène à l'effort. Votre VO2 max, elle est principalement déterminée par votre génétique. Oui, malheureusement, nous ne naissons pas égaux à ce sujet. Rassurez-vous, vous pouvez quand même l'influencer par le niveau d'entraînement, évidemment, mais aussi par le type de sport pratiqué. En effet, c'est dans les sports d'endurance qu'on observe les plus grosses valeurs de VO2 max. On peut noter également que l'âge et le sexe ont un impact sur la valeur de VO2 max. Les femmes ont en moyenne une VO2 max moins importante. Et plus nous avançons dans l'âge, plus la valeur tend à diminuer. Un autre élément qui me vient en tête en parlant de l'âge, c'est que c'est pas parce que la valeur intrinsèque de VO2 max a tendance à diminuer avec l'âge que son entraînabilité diminue pour autant. En effet, l'entraînabilité, la capacité à développer son VO2 max, est à dissocier de l'âge de la personne. Il y a par contre là aussi des facteurs génétiques qui déterminent notre plus ou moins grande entraînabilité. Vous le voyez, c'est donc assez complexe. Pour essayer de vous achever un peu avec le VO2 max, j'ai dit plutôt que ça correspond au volume d'oxygène disponible pour vos muscles. Il se mesure donc souvent en millilitres d'oxygène par minute et par kilo de poids de corps. Les valeurs varient souvent de 30 pour un sédentaire à plus de 90 pour les plus hautes valeurs. Kylian Jornet, par exemple, qui possède sans doute les plus grosses VO2 max, a déjà été mesuré à 92 ml d'oxygène par minute par kilogramme de poids de corps. Les sportifs réguliers à confirmer se retrouvent très souvent dans une fourchette entre 50 et 70. La VO2 max, c'est un volume.
Il faut donc ne pas la confondre avec la VMA, qui est une vitesse. VMA, ça veut dire vitesse maximale aérobie. C'est la vitesse où votre corps a la plus grosse consommation possible d'oxygène. Au-delà de cette vitesse, votre corps ne peut pas consommer davantage. Oui, la VO2 max va dépendre en partie du VO2 max, mais pas seulement. C'est pourquoi deux coureurs qui vont avoir une même VMA n'auront pas forcément la même VO2 max, et vice-versa. L'efficacité gestuelle, le coût énergétique sont souvent à l'origine de ces différences. C'est pourquoi, à VMA égale ou à VO2 max égale, il est impossible de prédire qui du coureur 1 ou 2 va réaliser la meilleure performance. Donc, pas la peine de se la comparer, c'est pas toujours celui qui a la plus grosse qui gagne. Quoique, statistiquement, les plus hautes valeurs sont clairement à mettre en relation avec les meilleures performances. Je parle toujours de VO2 max et de VMA, hein, on est bien d'accord. Pourquoi une VMA élevée ou un VO2 max important sont à mettre en relation avec de meilleures performances? C'est en fait un simple calcul de proportionnalité. Prenons deux coureurs, un avec une VMA de 15 km/h et l'autre avec une VMA de 20 km/h. Lorsque ces deux coureurs courent à 10 km/h, l'un est à 67% de sa VMA, quand l'autre n'est qu'à 50%. Ça paraît donc assez clair que le second va moins se fatiguer. Plus on travaille à un haut pourcentage de VMA, plus la consommation d'énergie est importante. La fatigabilité et la pénibilité de l'effort perçu augmentent également. C'est pourquoi, même sur un ultra, où les vitesses de déplacement sont lentes, une VMA plus développée, plus importante, est clairement un sérieux atout. Il est vrai que plus la distance augmente, moins c'est déterminant. Mais ça ne veut pas dire que ça l'est pas du tout. Sur de plus courtes distances, la valeur du VO2 max ou de la VMA est un déterminant très important. Elles le sont légèrement moins sur ultra, au profit d'autres éléments que nous allons aborder maintenant. Le second déterminant donc, je l'ai mentionné dans l'introduction, c'est l'économie de course. On a parlé de la cylindrée du moteur avec la VO2 max, on va maintenant parler de sa consommation. Imaginez deux voitures ayant la même puissance, le même nombre de chevaux. Si l'une consomme 8 litres au 100 quand l'autre en consomme 12, eh bien, à réservoir égal, la première ira plus loin. Il se passe exactement la même chose dans nos petits corps. Le coût énergétique pourrait se calculer en calories dépensées par minute. Classiquement, on la calcule plutôt en millilitres d'oxygène par kilo de poids de corps par kilomètre couru. C'est un peu barbare et on va pas rentrer dans le détail ici, mais retenez que moins vous consommez d'oxygène, plus c'est économique. Tout à l'heure, je disais que deux personnes ayant la même VMA n'avaient pas forcément la même VO2 max. On peut aussi ajouter que deux personnes qui ont la même VMA ou le même VO2 max n'auront pas forcément les mêmes performances puisque cela dépend de leur coût énergétique. Encore une fois, pas besoin de se la comparer, ça ne sert à rien si on ne maîtrise pas l'ensemble des données. De plus, l'économie de course à plat sur route, par exemple, est bien différente de celle en sentier, en montée. Si on compare un trailer et un coureur de marathon, le marathonien sera plus économique sur la route à plat et le trailer sera plus économique en sentier, en montée. Le coût énergétique est donc spécifique au milieu et aux conditions de course. Le coût énergétique de la foulée est influencé par de nombreux facteurs, de très nombreux facteurs. Certains vous feraient sans doute sourire et je ne fais pas si bien dire puisqu'il a été constaté que le coût énergétique était moindre lorsqu'on souriait. Ou du moins qu'il était moins bon lorsqu'on tirait la tronche. Donc gardez ça à l'esprit, souriez, ça vous fera courir plus vite. Parmi les facteurs les plus universels du coût énergétique, on va retrouver évidemment l'entraînement et l'expérience. Plus vous allez pratiquer la discipline, plus vous allez répéter le geste, plus vous serez adapté et donc économique et spécifique. L'anthropométrie a aussi une importance capitale sur votre coût énergétique. Encore une fois, nous ne sommes pas tous égaux, mais votre morphologie peut vous être favorable ou non. De grandes jambes, des tendons d'Achille longs, une faible masse grasse, des calcanéums plutôt courts, le calcanéum c'est l'os du talon, et un pourcentage de fibres lentes plus élevé sont autant de facteurs qui vont favoriser un meilleur coût énergétique. Le renforcement musculaire, avec un travail de force et de pliométrie en l'occurrence, participe également à améliorer le coût énergétique en jouant sur l'efficacité neuromusculaire et la commande nerveuse notamment. Je voudrais citer un dernier facteur assez propre à la pratique du trail. Il s'agit du travail de mécanique interne, appelé aussi énergie de gesticulation. En gros, on va
observer les mouvements de votre centre de gravité et puis de vos membres périphériques autour de celui-ci. Vous verrez alors assez facilement que celui qui possède des segments fins et légers va dépenser moins d'énergie que le musculeux un peu trapu avec ses gros biceps, ses grosses cuisses et ses gros mollets qui, lorsqu'il doit activer ses bras et ses jambes de façon cyclique pour courir, va dépenser davantage d'énergie. La vitesse de déplacement de votre centre de gravité va aussi avoir un impact sur votre coût énergétique. Plus le déplacement de votre centre de gravité, votre centre de masse est linéaire et continu, plus vous serez économique. Je m'explique. Prenons l'exemple d'une descente en trail. Plus vous allez descendre de façon fluide et continue et régulière, plus vous serez économique. Si vous avez une descente saccadée, avec des arrêts sur chaque pierre, sur chaque racine, vous allez consommer davantage. C'est comme si on prenait deux voitures qui parcourent 100 km d'un seul coup, l'une accélère, pile, tout au long des 100 km, quand l'autre fait le trajet à vitesse constante. La seconde voiture va être plus économique. Alors j'essaie pas de vous vendre des bagnoles depuis le début, parce que je parle de consommation, de moteur et compagnie, c'est juste que l'image est quand même très appropriée. Ce que vous pouvez retenir du coût énergétique. Premier point, c'est en partie déterminé par votre morphologie. Le coût énergétique s'améliore grâce à l'expérience, à l'entraînement, et diffère en fonction de la surface et du degré de pente auquel on évolue. Il est spécifique à une vitesse donnée, et le renforcement musculaire peut avoir un effet positif sur le coût énergétique. Plus les durées d'effort sont longues, plus le coût énergétique est déterminant, vis-à-vis de la VO2 max par exemple. C'est pour ça que c'est très intéressant sur ultra. La biomécanique de la course est différente de la marche, donc il faut aussi s'entraîner à marcher pour améliorer son coût énergétique à la marche. Il ne faut pas penser qu'à la course. Voilà donc les quelques notions que vous pouvez retenir concernant le coût énergétique. Le troisième déterminant que je souhaite aborder ici, c'est l'endurance, et particulièrement l'endurance spécifique. L'endurance est définie comme la capacité à maintenir une vitesse donnée pendant la plus longue durée possible. Cela marche aussi avec la capacité à maintenir un certain pourcentage de VMA ou de VO2 max le plus longtemps possible. Pour que ça soit plus clair, un pourcentage de VO2 max égale celui qui tient le plus longtemps à une meilleure endurance spécifique à cette intensité. Évidemment, le contexte environnemental pourra influencer le résultat. Et ainsi, à pourcentage de VO2 max égal, le routard sera sans doute favorisé sur la route quand le trailer le sera en sentier. Et oui, ce n'est pas aussi simple que ça, et comme toujours, nous sommes dans une équation multifactorielle. L'endurance est spécifique à chaque épreuve et à chaque vitesse d'épreuve. On va alors distinguer deux catégories. L'endurance à haute intensité, pour les épreuves intenses et courtes jusqu'au semi-marathon environ. Et l'endurance de faible intensité, pour les intensités plus faibles, comme sur ultra. En fonction du niveau d'intensité, les éléments déterminant le niveau d'endurance ne sont pas les mêmes. Pour l'endurance à haute intensité, l'athlète le plus endurant sera celui qui a la capacité à maintenir longtemps un niveau proche du seuil anaérobie ou du SV2. Il faudra aussi qu'il ait une bonne capacité à gérer son stock de glycogène. Et on parle aussi de sa capacité à lutter contre l'hyperthermie. Et oui, ce niveau d'intensité fait chauffer le moteur. Si en plus vous vous trouvez dans des conditions chaudes, cela peut clairement devenir votre facteur limitant. Celui qui régulera au mieux sa température pourrait alors durer plus longtemps. Dans un contexte à faible intensité maintenant, comme sur ultra, ce ne sont pas les mêmes facteurs qui vont déterminer le niveau d'endurance. On va s'intéresser ici à la capacité à s'alimenter correctement en évitant tout inconfort gastrique comme les nausées ou les diarrhées sur le long terme. La résistance aux dommages musculaires et articulaires sera l'autre élément clé dans la capacité à maintenir et à poursuivre l'effort. Dieu sait que sur ultra, ce dernier point est capital, notamment lorsque de longues descentes se profilent devant nous. Quel que soit le niveau d'intensité, il y a aussi des facteurs communs qui peuvent limiter le niveau d'endurance. Le plus important d'entre eux étant la capacité à résister aux douleurs et à l'envie de ralentir. Pour conclure sur l'endurance, vous arriverez sans doute à la même conclusion que moi, il n'y a pas une endurance, mais une multitude. D'où la notion d'endurance spécifique. Comparons ce qui est comparable. L'endurance spécifique du spécialiste du 5K n'a rien à voir avec celle de l'ultra-trailer. Et même dans une population donnée, sur un type d'épreuve donnée, les déterminants de cette fameuse endurance sont multiples.
Si on reprend l'ultra trail, vous avez beau avoir très bien entraîné votre corps à la spécificité de l'épreuve avec un gros travail à allure cible sur un terrain qui présente les mêmes caractéristiques techniques que celles du jour J, si vous n'arrivez pas à vous alimenter correctement durant toute l'épreuve, vous allez à un moment donné ou à un autre sombrer progressivement. Si vous n'avez pas préparé votre corps musculairement à encaisser les chocs et les contraintes pendant de nombreuses heures et plusieurs kilomètres de dénivelé négatif, vous allez devoir, à un moment donné, mettre le clignot et faire pause. On reviendra là-dessus évidemment dans d'autres vidéos dédiées, mais le renforcement excentrique et les week-end shocks jouent un rôle déterminant sur ce dernier point. À titre personnel, c'est aussi ça que j'affectionne particulièrement dans la préparation d'un ultra, c'est qu'on ne se concentre pas uniquement sur les qualités intrinsèques de coureur de la personne. Ça rend donc l'entraînement très varié, très complet, et ça rejoint parfaitement ma vision holistique de l'entraînement et plus globalement ma vision holistique de la santé. Allez, ça va être le moment d'aborder le quatrième déterminant de la performance en trail running. Il s'agit de la notion de pacing. Alors, est-ce que ce terme est nouveau pour vous? Est-ce que vous avez déjà entendu parler du pacing? C'est possible que vous ayez déjà entendu parler de pacer. Que ce soit sur les courses sur route, comme le marathon, où on retrouve ces fameux meneurs d'allure, ou sur certains trails où ils sont autorisés. Alors c'est assez peu fréquent en France, mais c'est beaucoup plus pratiqué aux États-Unis par exemple. Le pacer, le meneur d'allure, joue un rôle de métronome. Il va donner le rythme. En général, sur route, ce rythme est assez constant et régulier. Si on essaye de schématiser un petit peu le niveau de vitesse observé sur un ultra, on va constater que les départs sont assez rapides, puis que la vitesse diminue progressivement tout au long de la course. Et pour les plus téméraires, il y a un petit sursaut d'orgueil et de courage qui apparaît dans la toute dernière partie de la course, et la vitesse peut remonter légèrement. Cependant, on note que les plus performants ralentissent moins que la moyenne. Mais surtout, en fait, au-delà de ralentir moins, ils partent relativement moins vite. Alors attention, toute proportion gardée, bien sûr, à chacun son niveau. Mais il est intéressant de, du coup, s'intéresser aux fluctuations de vitesse. Moins les fluctuations sont importantes, plus la vitesse est linéaire au long de la course, meilleure est la performance. C'est cela qu'on nomme du coup le pacing. Il s'agit donc de la stratégie d'allure et c'est ici la capacité à limiter les fluctuations rapides de vitesse. Partir sans doute un peu moins vite pour être capable de maintenir plus longtemps une vitesse de déplacement relativement plus élevée, c'est donc la solution. C'est encore et toujours la régularité qui paye. Tiens, d'ailleurs, en parlant de régularité, ça me rappelle ma dernière vidéo, la dernière vidéo de la chaîne. On y revient toujours à cette fameuse régularité, à croire que notre corps fonctionnerait comme ça. Je vous laisse aller consulter la vidéo pour comprendre comment la régularité doit être le pilier central dans votre entraînement. Bref, partir vite, trop vite, ça va vous faire monter dans les tours au niveau cardio. Ça va modifier aussi votre consommation énergétique et peut-être même dégrader plus rapidement votre économie de course. Donc, c'est clairement pas à favoriser. Alors oui, il y a toujours des exemples de départ canon qui tiennent, ça existe. Mais bon, si vous prenez 12 œufs, que vous les lancez tous contre le mur, peut-être que de temps en temps, il va y en avoir un ou deux qui tiennent. Mais on parle ici d'exceptions qui confirment la règle. Demandez à Pocapel si il regrette d'être parti pleine balle sur l'UTMB 2019 dès le kilomètre 5. Je pense pas. Mais gardez en tête que pour la plupart d'entre nous, ça s'applique pas. Ou alors, c'est que toutes les étoiles sont alignées ce jour-là et que vous êtes intouchable. Dans ce cas-là, oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce. Un bon moyen d'illustrer ça, c'est d'observer les meilleures féminines. Elles ont pour la plupart un départ qui est plus conservateur et on les voit souvent faire de grandes et belles remontées sur les secondes parties de course. Il y a évidemment d'autres facteurs qui peuvent expliquer ce scénario, comme une physiologie différente, avec plus de fibres lentes et une gestion du glycogène qui est différente des hommes. Mais toujours est-il qu'elles semblent adopter un pacing plus régulier et plus conservateur, peut-être un peu moins d'ego aussi, ce qui leur est clairement favorable sur le long. Abordons maintenant le dernier point de cette vidéo et pas des moindres puisqu'on va parler du mental. Continuez à courir quand le corps dit stop, que les douleurs sont de plus en plus fortes, que le niveau d'énergie est de plus en plus bas, que la pénibilité de l'effort devient insoutenable. C'est souvent ça qu'on appelle avoir du mental. C'est une notion qui rejoint un peu, pour moi, la notion de résilience, soit savoir se relever ou persévérer dans une situation compliquée et inconfortable.
Mais ce n'est évidemment pas que ça. Le mental, ça englobe une quantité très importante, pour ne pas dire infinie, de notions. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question? C'est quoi le mental pour vous? C'est quoi le mental dans le sport? C'est quoi avoir du mental? Est-ce que c'est garder la motivation, gérer le stress, lutter contre les douleurs, travailler sur l'estime et la confiance en soi, se fixer des objectifs, canaliser son flot de pensée, se relaxer, s'énergiser, apprendre à se connaître, à s'écouter? Je m'arrête là parce que la liste pourrait être très longue, mais est-ce que pour vous, tout ça, ça fait partie du mental? Moi, je crois que oui, mais c'est pas parce que moi, je crois que oui, que vous devez le croire aussi. Car s'il y a bien une chose dont je suis sûr, c'est que le mental et la façon de travailler dessus, de travailler avec, c'est évidemment très personnel. D'une façon très générale, pour moi, c'est avant tout se poser des questions. C'est expérimenter, s'écouter, analyser, tirer des conclusions. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que ça me fait? Ça me fait du bien? Ça me fait du mal? Pourquoi? Je viens de dire le mot « pourquoi ». Et à mon sens, c'est un mot qui est très important pour le mental. Rappelez-vous un peu, ce « pourquoi », c'est quand même un mot qui est excessivement présent dans nos vies. Et ça, depuis le plus jeune âge. Et pourquoi si? Et pourquoi ça? Ça vous rappelle pas quelque chose? La réponse au « pourquoi », elle nous aide à comprendre. Et comprendre, pour moi, c'est la clé. Je place la compréhension au même niveau d'importance que la régularité dans l'entraînement. C'est impossible de réussir si on ne comprend pas ce qu'on fait et si on n'applique pas de façon régulière. Je vais faire une toute petite parenthèse. C'est clairement pour moi la raison d'être de cette chaîne YouTube. Vous aider à répondre à des pourquoi. Alors je sais pas si j'y arrive bien, mais en tout cas je m'y attelle de façon la plus régulière possible évidemment. Revenons à notre pourquoi, ce fameux why dont on entend souvent parler. Votre exploration du mental, elle pourrait partir de là. Pourquoi tu cours? Pourquoi cette course? Pourquoi je m'entraîne? Pourquoi j'aime ce sport? À vous de décliner toutes les questions que vous voudrez, mais c'est surtout important d'y répondre. Et par pitié, s'il vous plaît, ne répondez pas dans votre tête. Rendez les choses concrètes. Répondez sur papier ou sur un support numérique, voire avec une note audio selon vos préférences, mais gardez une trace. Votre cerveau, il génère des millions de pensées. Il y a très peu de chances que ça reste si vous y répondez juste un petit peu intérieurement, mentalement. En revanche, si vous avez rendu tangible la chose, parce que vous l'avez objectivée, écrite, vous allez pouvoir revenir dessus. Vous allez pouvoir y repenser, vous allez pouvoir corriger, modifier, adapter. Et puis par la suite, à force de venir régulièrement, encore une fois, dessus, cette réponse, vous allez sans doute vous l'assimiler, vous l'approprier. Vous allez créer un chemin cérébral qui va être facilitant. L'information va donc vous apparaître beaucoup plus rapidement, beaucoup plus claire. Et ça, en course par exemple, ça pourrait vous être utile. Bref, là je me suis un petit peu écarté de la ligne directrice qui est de parler du mental comme un déterminant de la performance. Mais c'est un peu le jeu avec le mental, savoir s'égarer puis se recentrer. Donc pendant une épreuve, vous allez recevoir des milliers de signaux. Et pas que des signaux de votre tête, il y a aussi des signaux qui vont provenir de vos muscles, de vos articulations, de vos yeux, de vos oreilles. Tout ça c'est du mental. Parce que grâce à ces informations, vous allez faire une interprétation de la situation dans laquelle vous évoluez. Et c'est ça qui va aussi déterminer votre perception de l'effort. De la même manière, déterminer, influencer la perception de votre niveau de ressources disponibles. Il y a donc de nombreux facteurs qui vont influencer ma perception. On l'a dit, des facteurs physiques, physiologiques, là, qui vont m'envoyer plein d'informations. Ça, c'est plutôt au niveau musculaire et compagnie. Mais aussi, tout un tas de facteurs plus subjectifs, comme mon histoire personnelle, mes propres croyances, mes peurs, mes valeurs, mes principes. Bref, vous voyez que ça commence à devenir un peu le bordel. Alors c'est normal. On va essayer de prendre un exemple concret pour illustrer tout ça. Imaginons deux coureurs sur l'UTMB à 100 km de course au pied du Grand Col Ferret. Par exemple, pour être un peu original. Le premier était pourtant frais jusqu'ici, mais depuis quelques kilomètres, sa condition se dégrade drastiquement, il y a des douleurs qui apparaissent, son ventre commence à se serrer un peu, il a du mal à manger. Et en plus de ça, il garde un mauvais souvenir de cette montée lorsqu'il l'a faite sur la reconnaissance du parcours quelques semaines plus tôt. Alors si ça vous rappelle rien, je vous mets une petite vidéo en suggestion. Le second, lui, a eu un gros coup de mou dans la descente vers Courmayeur, mais il a su prendre le temps au ravitaillement, il a fait le dos rond, et maintenant ça y est, il se sent mieux, il est en pleine possession de ses moyens,
et depuis quelques kilomètres, il gagne place sur place. Là, depuis Bertone, il n'arrête pas de gagner des places. Eh ben, il y a fort à parier que la difficulté relative de la montée du col soit bien plus pénible pour le coureur 1 que pour le coureur 2. Et même s'ils sont exactement au même endroit et qu'ils se déplacent à la même vitesse. Il est aussi fort probable que le second coureur puisse lever la tête, apprécier le paysage, trouver ça beau, alors que le premier ne va regarder ses pieds et ne va pas du tout voir que le paysage est beau à ce moment-là. Donc oui, c'est assez fou, mais le mental est responsable de ce qu'on voit, de directement ce qui sort de nos yeux. Donc c'est quand même assez incroyable de voir comment ça peut nous influencer et comment ça peut changer notre perception d'une situation donnée. Alors désolé, ça y est, je me suis encore un peu égaré, donc on se recentre. On entend parler de préparation mentale. Le mot qui est important là-dedans, c'est préparation. Préparation sous-entend donc entraînement. Donc le mental, ça s'entraîne. Et cet entraînement, il doit nous permettre d'optimiser la performance. Il s'agit d'habiletés mentales et organisationnelles qui vont nous permettre d'optimiser notre entraînement et la compétition. On pourrait résumer en partie cet entraînement par la recherche et la mise en lumière des fonctionnements limitants, mais aussi des fonctionnements aidants. Et tenter de mettre en face des fonctionnements limitants des stratégies plutôt aidantes. Ensuite, il faudra expérimenter, bien sûr, évaluer, adapter si besoin et répéter. Répéter, 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 encore et encore. À ce niveau-là de la vidéo, ça devrait plus vous surprendre si je vous dis que c'est la régularité des entraînements qui va permettre une belle adaptation. La préparation mentale, elle réside donc dans l'apprentissage de la coordination de toutes ces habiletés mentales afin de les accorder parfaitement pour qu'elles puissent maintenir une sorte d'équilibre intérieur. Est-il possible de ne pas subir de stress pré-compétitif, de garder la motivation et la confiance en soi au sommet, de rester concentré de la première à la dernière seconde, de ne pas ressentir la douleur, de ne jamais avoir de moment de creux? Je crois pas. Ou encore une fois, c'est peut-être une exception rare. Et j'irais même à dire que ce serait dommage, parce que notre corps, bien qu'il soit sans cesse à la recherche d'équilibre, il fonctionne en grande partie par des états de déséquilibre qu'il cherche à rééquilibrer. Prenez la marche ou la course, par exemple. On se déséquilibre volontairement en avant afin de se rattraper pour maintenir un équilibre. Et c'est ça qui nous permet d'avancer. Ne pas vivre ou ne pas ressentir ces moments de moins bien, je pense que ça nous priverait aussi sans doute de la même manière des moments les plus intenses et qui nous marquent pour la vie. Pour moi, la préparation mentale, c'est donc comprendre l'ensemble de ces mécanismes, les observer, les ressentir, apprendre à jouer avec tous ces outils mentaux, tester ce qui marche pas sur moi, mettre en pratique de façon régulière, garder le plaisir au premier plan afin de vivre pleinement sa course ou son entraînement avec toute la conscience que ça requiert. L'exploration du mental est un sujet qui me passionne. Je suis convaincu qu'il existe autant de façons d'entraîner le mental qu'il existe de préparateurs mentaux et d'individus. Il n'y a pas de recette miracle. Pour le coup, la meilleure recette pour vous sera sans doute votre propre tambouille maison. La préparation mentale recoupe les domaines de la psychologie, de la communication, du développement personnel. C'est pourquoi j'invite absolument tout le monde à partir à l'exploration. On note souvent parmi les grandes motivations des trailers et des traileuses le contact avec la nature, l'aventure, l'exploration. J'ai donc peu de doute sur le fait que vous allez vraiment vous régaler en prenant rendez-vous avec votre mental. Bon, est-ce que ça fume un peu là-haut là? Parce que si oui, pas de panique, c'est normal, la préparation mentale, c'est avant tout beaucoup de questions et très peu de réponses. Ça va être le moment de conclure cette vidéo, donc c'est pas facile de résumer en quelques phrases tout le contenu là que je viens de vous exposer. Je vais essayer de le faire en me servant du modèle de la chasse d'eau de Guillaume Millet. On va dire plutôt le flush model puisqu'il trouve que c'est plus classe en anglais. Et encore une fois, je vous invite à lire et à écouter Guillaume qui participe à de nombreux podcasts et son expérience personnelle, son expertise, sa pédagogie sont vraiment d'une richesse incroyable. Le flush model reprend donc l'image d'une chasse d'eau. Chasse d'eau avec son réservoir, avec sa cuve, qui
représente votre capacité à emmagasiner de la charge physique, mécanique, mais aussi mentale. Il y a aussi le robinet d'arrivée d'eau, c'est par là que les contraintes arrivent. Et dans la cuve, il y a une zone rouge, une zone de réserve. Le mécanisme est normalement fait pour que quand les contraintes arrivent dans cette zone, on n'aille pas dépasser, pour pas risquer en fait de mettre le système en péril. Et c'est pour ça qu'on a un flotteur qui, lorsqu'il touche la zone trop haute, déclenche l'évacuation, déclenche la chasse d'eau. Parmi les déterminants qu'on a cités, voyons comment ils peuvent agir sur la cuve, sur cette chasse d'eau. On a parlé de la VO2 max, on a dit que c'était la taille du moteur. Donc assez simplement, on pourrait faire l'analogie que plus la VO2 max est importante, plus la taille de la cuve, plus la taille du réservoir est importante. Ensuite, on a parlé de l'économie de course. Celui qui a une meilleure économie de course va moins consommer pour un effort donné. On va donc avoir un impact sur le flux d'eau qui rentre. Le flux va être moins important, la cuve se remplira plus doucement. Puis, on a abordé la notion d'endurance spécifique. On a vu que l'endurance spécifique du coureur de 10 km était différente de celle de l'ultra-trailer. L'endurance, c'est la capacité à tenir longtemps à une vitesse ou une intensité donnée. Et au-delà, la consommation énergétique augmente fortement. Donc on va là aussi jouer un petit peu sur la pression et le débit d'eau qui rentrent dans la cuve. Le pacing, lui, correspond à la stratégie de course. Et nous avons vu qu'en trail, notamment sur les longs formats, les faibles variations d'allure étaient profitables. C'est l'image un petit peu que j'ai donnée au début de la voiture qui fonce, qui freine, qui fonce, qui freine, versus celle qui va effectuer le trajet à vitesse constante. La seconde voiture consomme moins de carburant. Donc comme pour l'économie de course, on joue là aussi sur le débit d'eau. Si on consomme moins, il y a moins de contraintes qui rentrent dans la cuve. Et enfin, on a parlé du mental. À première vue, le mental, lui, il aurait un impact sur cette fameuse zone rouge, sur cette fameuse zone de réserve, sur notre capacité en fait à dépasser nos limites, ce qui nous permettrait en fait de gagner encore un petit peu de place dans la cuve pour pouvoir accumuler davantage de contraintes sans déclencher la chasse d'eau. Attention également à veiller à arriver le jour J avec une cuve vide. Parce que si votre charge mentale pré-compétitive est trop importante ou que vous n'avez pas fait un bon affûtage et que vous avez un bon niveau de contrainte mécanique et physique déjà présent au fond de la cuve, forcément, votre capacité, elle va être limitée. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à utiliser les commentaires pour poser vos questions. Je me ferai évidemment un plaisir d'y répondre comme d'habitude. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Allez, ciao les runners.